Parlons Science, un podcast qui dévoile l'innovation sous un angle humain. ChatGPT, Claudia, Gemini, ces solutions d'intelligence artificielle exécutent des tâches à la vitesse de l'éclair. Beaucoup l'utilisent aujourd'hui pour faciliter leur quotidien au service, comme en entreprise. Mais beaucoup de Béninois également craignent de pouvoir se les approprier à cause de leurs données personnelles. Alors aujourd'hui, on va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA sans être paresseux. Comment on peut l'utiliser pour optimiser ses performances en entreprise, au service, comme dans le monde académique. Et nous allons recevoir une Amazon de la data. Elle s'appelle Consolas Rodonu. Elle est un talent, un vrai, qui a fait la biomathématique, mais avant, elle a fait l'agronomie. On va discuter avec elle de comment on peut en tirer profit et comment on peut optimiser ses résultats très rapidement. Bonjour Consolas. Bonjour Fulbert. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. J'avoue que je suis très admiratif de tout ce que tu fais, de ton engagement, de ta passion pour les données, pour l'IA, pour le secteur agricole également. Ben, tout ça, tu le fais à moins de 25 ans. Alors dis-moi, tu te présentes comment quand tu abordes tes camarades, tu es qui et comment tu es arrivé là? D'accord, merci Fulbert. Je suis Consolas Rodonu. Je suis biostatisticienne et data scientist et actuellement je suis chargée de projets pour la valorisation technologique au sein de CMS-City. Je suis également formatrice à l'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée de Bénin Excellence. Je suis ambassadrice du programme Women IA and Data Academy. Et je suis cofondatrice de Dora, qui est une application en santé mentale qui est en processus de développement. À côté de ça, je suis également active dans certaines communautés tech, notamment Icono, où je suis lead du pôle tech au féminin, et beaucoup d'autres communautés où j'interviens en tant que panéliste ou speaker. Vous voyez que j'ai raison, c'est un vrai parcours. Alors ce parcours, il a commencé par un baccalauréat série C. Exactement. Une femme dans un bac C, c'était très rare. Aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent. Exactement. Qui t'a conduit vers un baccalauréat C, qui t'a forcé à aller faire la mathématique? Alors, personne ne m'a forcé, c'est allé tout naturellement. Donc, après mon BEPC, en fonction de mes aptitudes en mathématiques et en sciences physiques, j'ai été orientée en série C. Et j'ai donc continué ce parcours-là comme ça jusqu'au baccalauréat. Il faut dire qu'après mon baccalauréat, je voulais continuer en mathématiques, dans une filière également liée à tout ce qui est génie civil et autres. Et finalement, le sort a décidé que je continue en agronomie. Et c'est ce qui a fait que j'ai finalement fait le parcours en agronomie et ensuite la réorientation vers la biostatistique pour le master. Un parcours sans faute en agronomie, une licence obtenue à Paracou. Exactement. Et puis un stage qui t'a donné une opportunité d'aller vers la biomathématique. Et comment ça s'est passé? Alors, il faut dire que en agronomie, j'ai fait un parcours vraiment sans faute parce que j'ai fini major de ma promo. Ah, major! Ouais, ça Alors, sur toutes les spécialités confondues, parce qu'il y en avait 5, j'ai fait principalement l'économie et la sociologie rurale. Et suite à cela, justement, lors de mon stage de fin de formation en licence 3, j'ai fait un constat dans le laboratoire de recherche dans lequel j'étais, donc le laboratoire de recherche sur les dynamiques économiques et sociales de l'université de Paracou. Et j'ai fait un constat selon lequel il y avait plusieurs personnes qui quittaient d'autres facultés et qui venaient dans le labo solliciter nos aînés pour des analyses de données. Et j'ai donc compris au fil du temps qu'il y avait cette demande-là sur le marché en matière d'analyse de données. Et avec un collègue dans le temps, on s'est dit, tiens, s'il y a de la demande là-bas, c'est que nous, on apporte l'offre. Et donc, on va faire un master en biostatistique, histoire d'avoir les compétences requises pour faire de l'analyse de données et pour aider aussi dans tout ce qui est data. Tu es de nature donc à anticiper sur la Exactement. Je suis plutôt agile aussi et je suis attentive à la demande sur le marché parce qu'une chose est d'aller à l'école, d'obtenir les compétences nécessaires, mais il faut aussi voir dans son environnement les compétences qui sont demandées. Et ça, c'est vraiment une compétence à avoir parce qu'on peut bien se former et après la formation, ne pas trouver quoi faire. Une leçon déjà que je retiens, ce n'est pas un effet de mode. Non. Donc, il ne faut pas juste s'orienter parce que des amis sont en IA, des amis sont en agronomie, des amis sont classés désormais en linguistique, il faut les suivre. Non. Surtout pas. Alors, une fois, c'est que tu es major en licence,
tu es parti essayer la bourse de la DAD. Tout à fait. La ABEF, laboratoire de mathématiques, donc de biomathématiques et d'estimation forestière à l'UAC. Et une chose est que tu es sorti parmi les 3 premiers. Je rappelle que cette bourse n'est pas une bourse avec des allocations. Et c'était quelle opportunité et qui te l'a soufflé? C'est venu comment? Tu l'as trouvé sur les réseaux sociaux? Et tu as ton réseau? Ça s'est passé comment? Ok, bonne question. Alors, il faut dire que sans prétention, mon parcours d'excellence a commencé depuis le secondaire, où j'ai bénéficié déjà en 3e de la bourse de la Fondation Vallée, qui est une bourse d'excellence. Ah, donc la Fondation Vallée, c'était depuis le collège. Exactement. Ouais, je comprends maintenant. Exactement. Donc, c'est une bourse qui vous est octroyée depuis le collège jusqu'au premier diplôme universitaire. Et donc, après le baccalauréat, j'ai eu la chance aussi d'être classée par le ministère en agronomie, où j'ai bénéficié d'une bourse du gouvernement béninois. Et donc, après cela, en fin de cycle, en licence, j'étais juste en train de discuter avec un aîné de la faculté d'agronomie, justement. Et je demandais, mais est-ce qu'il n'y a pas des opportunités de master au Bénin où je peux toujours bénéficier d'une bourse d'études? Et l'aîné en question était au LABEF, justement, dans le temps. Donc, il m'a dit, mais tiens, au laboratoire de biomathématiques et d'estimation forestière, tu as la possibilité d'avoir une bourse d'études pour continuer le master au Bénin. Et donc, il m'a parlé de la bourse DAD. Et lorsque l'appel à candidature a été lancé pour cette année-là, j'ai donc postulé. Et voilà, j'ai été sélectionnée suite au processus. Et puis, une fois au laboratoire de biomathématiques, c'était la pression, il y a la barrière de langue. Est-ce que c'était un problème? Non, pas du tout. Parce que je sais que dans ce couloir-là, on parle beaucoup l'anglais. Oui, tout à fait. Est-ce que tu étais déjà très douée aussi en anglais? Je ne dirais pas que j'étais déjà très douée, mais j'avais déjà cette attraction-là pour la langue anglaise. Donc, ça a été plutôt facile. Et déjà, il faut dire qu'au LABEF, c'est vrai que la langue d'enseignement, c'est l'anglais. Donc, au début, il y a ces cours intensifs qui se font également en anglais pour aider les étudiants qui n'ont pas forcément un niveau excellent à avoir déjà un niveau de base pour pouvoir comprendre les cours qui seront dispensés. Et c'était très compétitif alors? Oui, c'était compétitif et ça reste compétitif, le LABEF. Et particulièrement pour cette année-là, pour la promotion 2022, il y avait aussi cette compétition-là au niveau de la bourse des AD, justement. Et plutôt que de prendre une dizaine de personnes, comme d'habitude, il y a eu juste 3 personnes qui ont été sélectionnées pour bénéficier de la bourse, dont 2 internationaux et moi, la seule béninoise. Est-ce que tu as bénéficié d'un mentorat particulier ou est-ce qu'il y a à l'intérieur, tu avais des conseils subtils d'un professeur, d'un doctorant qui t'a permis d'aller de l'avant et de pouvoir finir le parcours avec beaucoup d'excellence? Tout à fait. Au LABEF, il y a cette synergie-là aussi où on a accès aux doctorants, aux doctorantes qui sont là. Il y a également le professeur Omeglele Kakaï qui est très attentif à nos différents besoins. C'est une personne inspirante au-delà de son parcours scientifique, son parcours académique et tout. Mais aussi, c'est une personne qui est à l'écoute, qui reste disponible lorsqu'on a des besoins divers. Alors voilà qui fascine chez toi. Tu as fini avec un master sur un sujet très intéressant parce qu'on parle du changement climatique. Les producteurs s'attendent à avoir la pluie en masse et puis ça tarde 2 mois après, c'est des périodes de sécheresse. Et toi, tu as prévu travailler sur la prédiction des saisons. Comment réaménager le calendrier agricole. Et pour ça, c'est que tu n'as pas pensé juste utiliser des données, tu as prévu faire avec de l'IA. Oui. Et comment l'IA peut intervenir dans la prédiction des saisons parce que c'est associé apparemment avec de l'IA. Justement, pour mon projet de fin de formation pour le master en biostatistique, j'ai travaillé sur l'optimisation des calendriers agricoles pour des cultures phares comme le maïs, le manioc et le niébé dans les pôles de développement agricole 3, 4, 5 et 6 du Bénin. Et c'était sur un projet justement que j'ai eu à faire cette étude-là. Et on a utilisé les modèles d'intelligence artificielle, donc principalement le LSTM. C'est vrai qu'il y a d'autres modèles avancés aussi comme Prophète et autres. Donc on a utilisé... Prophète pour prophétiser? Non. Mais quand même, c'est un modèle adapté aux time series, donc les séries temporelles. Et
l'idée, c'est de pouvoir vraiment maîtriser les différentes variabilités qu'il y a eu au cours de ces dernières années. Donc, j'ai collecté de la donnée déjà sur plus de 40 ans. Donc, sur les données climatiques, que ce soit la température, la pluviométrie, tout ce qui est insolation et beaucoup d'autres dans ces différentes régions. Oui. Exactement. Donc, le modèle en question analyse cette variabilité-là qu'il y a entre les différents paramètres au fil du temps. Et en fonction de ça, permet d'avoir une idée de ce qui pourrait se passer dans le futur si on a toujours cette même tendance qui évolue. Okay. Donc, en fait, c'est comme ça. Donc, beaucoup de données? Oui, beaucoup de données. Beaucoup de données. Et généralement, pour l'IA, on a besoin de beaucoup de données. Donc, on parle généralement de big data. Donc, voilà. Il arrive parfois que j'ai des amis qui me disent « Philbert, tu viens de publier une prévision météorologique et tu as dit qu'il va pleuvoir à Cotonou. Et puis, nous, on n'a rien vu ce matin. Est-ce que ce n'est pas parfois peu probable dans notre contexte de prévoir ces saisons-là? Je dirais que c'est possible de faire cette prédiction-là, même si parfois il y a ces petites erreurs-là qui vont se faire remarquer. Et c'est d'ailleurs normal parce que le modèle, il n'est pas parfait. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est une estimation. Oui. Et il faut dire que tout va partir aussi de la qualité de la donnée qu'on a. Donc, oui. Plus la donnée sera de bonne qualité, plus on pourra avoir des résultats qui pourront être plus précis. Donc, c'est possible dans le contexte béninois de faire cette prédiction climatique, justement, même si il y a encore du travail à faire. Est-ce qu'il faut adapter les modèles dans notre contexte alors? Est-ce qu'il faut développer des modèles? Est-ce que tu en développes déjà, toi, par exemple? Pas personnellement. J'utilise principalement des modèles open source, mais je pense vraiment qu'il est important de développer des modèles adaptés au contexte africain, au contexte béninois. Et c'est justement vers ça que j'évolue. Donc, plus j'acquiers de la compétence, plus je serai en mesure de pouvoir mettre en place une infrastructure digne du nom, une infrastructure justement qui pourra répondre aux problèmes locaux que nous avons. Mais déjà, est-ce que ton master, il est utile déjà sur le terrain? Oui. Ton projet, oui. Il est utilisé par qui et comment? Alors, comme je le disais, le projet sur lequel j'ai travaillé, c'est un projet qui est en cours. Donc, je n'ai que fait une partie de ce qui est prévu parmi les objectifs. Et donc, l'idée, c'est que mes résultats de recherche puissent être intégrés à une plateforme interactive qui sera utilisée déjà pour une version test par les producteurs qui sont sur le terrain. Et ce sera après ce test-là qu'on saura s'il y a des ajustements à faire au niveau de l'estimation déjà de certains paramètres, au niveau de ce qui est mis en place pour pouvoir améliorer les résultats. Est-ce que tu promets donc ce monde meilleur à travers cette application qui va venir ou cette plateforme qui va venir? Et est-ce que surtout ce sera en langue nationale? Tout à fait. Là, vous abordez deux sujets principaux. Déjà, pour le premier point, je reste optimiste quant à la possibilité d'avoir accès à ces informations précises par les producteurs. Et il faut rappeler aussi que dans mon parcours professionnel, j'ai été assistante de recherche sur un projet agricole qui portait sur l'introduction des technologies de l'information et de la communication pour améliorer justement la résilience des producteurs face au changement climatique. Et suite à cette étude-là, qui a été principalement une évaluation d'impact, on a pu voir que mettre à la disposition des producteurs des informations utiles en matière de pluviométrie, des informations à l'avance aussi, pouvait être d'une grande aide déjà dans la manière de structurer les activités agricoles et autres. Donc, je reste optimiste sur ce point, comme je l'ai dit. Et justement, par rapport à l'intégration des langues locales, l'année dernière, j'ai participé au hackathon IA Multimodal Bénin, organisé par le ministère du Numérique et de la Digitalisation, ILACIN. Et suite à ce hackathon, mon équipe a remporté la première place. Ah, félicitations. Merci. Et justement, pour ce... C'est le projet Dora? Non, pas sur le projet Dora. Okay. C'était Dokun. Dokun. Ok, Dokun comme richesse. Exactement, tout à fait. Et donc, pour ce hackathon, on a travaillé sur les langues locales et principalement sur la langue Fongbe, sur la langue Dendi du Nord également. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en place un système
qui est capable de faire, par exemple, du doublage, donc partir d'une vidéo en français et avoir la même vidéo sous-titrée et doublée en fongwe. Et c'est cette innovation-là qui nous a valu donc cette première place. Et il faut dire qu'au-delà de ça, on continue de travailler sur le MVP qui a été développé, donc le Minimum Viable Product qui a été développé. Et il y a également une dynamique qui s'observe dans l'écosystème béninois par rapport à l'intelligence artificielle, notamment l'intégration des langues locales, un peu comme à la CIN où il y a le laboratoire d'innovation donc sur les langues qui a été récemment créé. Et donc, c'est pour dire que nous sommes dans un processus quand même qui donne à croire que nous sommes sur le bon chemin. Donc, nous sommes dans un processus qui prouve que nous sommes sur le bon chemin. Mais toi, tu parles bien fond? Oui. Et tu dirais quoi en fond aux producteurs pour leur assurer que, attention, bientôt, il y aurait peut-être de bons outils pour eux qui va améliorer leur productivité parce qu'ils seraient plus surpris qu'il n'y ait pas plus aujourd'hui, mais parce qu'ils seraient déjà prévenus depuis peut-être 2 semaines. Mais tu l'as vu. C'est vrai que je n'ai pas prévu ça. Ça va? Je n'ai pas prévu ça, mais c'est venu comme ça. Mais tu l'as mis, mido azodo et glézo ou assis à l'idio, mido nous mettons dans les mitons. Bon, mido azowa, des minants blog mon bon gualo nous met. Et donc, tu es également formatrice à la Fondation Vallée. Oui. Tout à l'heure, tu me disais que tu étais déjà bénéficiaire depuis le collège d'une bourse de la Fondation Vallée. Tout à fait. Après, tu as postulé pour faire partie d'une promotion de l'EIA. Tout à fait. Aujourd'hui, tu es devenue formatrice. Toi et la Fondation Vallée, c'est quoi? C'est quelle histoire d'amour depuis le collège? Et aujourd'hui, tu es devenue experte. Tu écoutes des jeunes, tu formes des jeunes. C'est quoi leurs rêves? Et qu'est-ce que tu entends souvent quand tu discutes avec eux? C'est quoi leurs aspirations? Est-ce qu'il y a des filles qui sont dans le lot? Est-ce que ces filles-là, tu te retrouves dans ce qu'elles font aujourd'hui? C'est quoi concrètement l'histoire derrière tout ça? Alors, merci Fulbert pour cette question. Et tout à fait, la Fondation Vallée et moi, on va dire que c'est une histoire d'amour qui continue. Et justement, j'ai postulé à l'EIA en 2022. Donc, j'ai eu la chance de découvrir déjà l'intelligence artificielle à travers ce programme. Et ce qui me passionne vraiment, c'est cette capacité-là qu'on a d'utiliser ces différents outils pour améliorer les conditions de vie et pour augmenter également la productivité. Et justement, par rapport aux jeunes que j'accompagne, aux jeunes que je coach durant ces formations et au-delà, ce qui est intéressant déjà dans la magie de l'EIA, c'est cette passion-là qui est communiquée à travers les différents programmes qui sont développés. Et pour ces jeunes-là, j'ai déjà eu à entendre par exemple de jeunes femmes me dire Madame, vous m'inspirez beaucoup, je voudrais faire comme vous et tout. Moi, ça me fait plaisir parce que cela voudra dire que ce que je suis en train de faire a de l'impact, même si je ne mesure pas encore tout l'impact que cela a. Et au-delà de ça aussi, lorsque ces jeunes-là découvrent le potentiel de l'intelligence artificielle, il y a tout de suite cette volonté-là à contribuer à quelque chose, à contribuer à un projet impactant, à faire... à faire avancer les choses justement sur plusieurs plans. Et donc, c'est encourageant et ça pousse vraiment à se dire quand même que les dynamiques en cours ont leur raison d'être. Est-ce qu'elles croient en elles-mêmes, ces jeunes filles qui viennent à l'EIA et avec qui tu travailles? Est-ce qu'elles se disent, est-ce qu'elles ont peur parfois parce que c'est très masculin? Qu'est-ce que tu leur dis pour les rassurer? Alors, je leur dis qu'elles ont leur place, parce qu'on a notre place partout où on va. Il suffit d'avoir la volonté de le faire et de se former également. J'apporte un point important à cela, d'avoir les compétences requises sur le plan technique, parce qu'avant tout, c'est un domaine qui est plutôt technique. Donc, d'avoir les compétences qu'il faut et de s'exprimer aussi. Donc, parler de ce qu'on fait, parler de ce qu'on connaît, parce que je dis souvent, si vous ne dites pas ce que vous êtes en mesure de faire, personne ne le devinera. Et aujourd'hui, on est à l'ère du numérique où il y a principalement ce point d'honneur accordé au personal branding, où vous devez parler de vous sur les réseaux sociaux, parler de ce que vous faites, présenter vos projets. Et surtout, quand on vient dans le domaine de l'intelligence artificielle, que vous avez par exemple fait du machine learning, que vous avez développé des modèles, que vous avez travaillé sur des sujets concrets, l'idéal, c'est de faire des publications sur ces différents... ces activités auxquelles exactement, sur ces différentes activités auxquelles vous participez, ces différents
différents projets justement que vous avez eu à développer, histoire de vous faire connaître au grand public et également avoir donc un repo GitHub où vous mettez vos projets et tout. Mais est-ce que dans le lot, par exemple, tu es appelé parfois à côté aussi des jeunes garçons, des scolaires, parce que le IA, c'est aussi junior et senior. Est-ce qu'il y a des raisons de dire à mon garçon aujourd'hui qui a peut-être qui a 7 ans, ben, intéresse-toi à l'IA aujourd'hui dès maintenant? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que je lui dis, alors qu'on sait que l'IA, c'est aussi une porte ouverte à beaucoup de risques? Pourquoi maintenant? Maintenant, parce que de plus en plus, on parle de l'intelligence artificielle, on voit les différentes avancées qu'il y a, et c'est important de former déjà les jeunes à cela, de les former, mais de les avertir également par rapport aux différents risques qu'il pourrait y avoir. Parce que justement, quand je prends l'exemple de l'IA générative, il y a ces biais qu'on pourrait avoir dans les générations de réponses. Vous allez par exemple sur ChatGPT, vous demander une statistique par rapport au nombre de jeunes femmes déscolarisées au cours des 5 dernières années au Bénin. L'IA générative pourrait vous renvoyer des réponses, donc des statistiques, sans préciser forcément la source. Et il peut s'avérer, même qu'en précisant la source, que la source ne soit pas disponible ou que la statistique donnée soit erronée. Et tout ça aussi, c'est dans la manière dont vous faites votre prompt. Donc, plus le prompt est précis, plus l'IA générative pourra vous donner des réponses précises. Et donc, il y a ces erreurs-là qui vont se glisser. Vous allez penser que l'IA est en train de vous répondre normalement, mais toutes les réponses données sont probablement fausses parce qu'il n'y a pas eu de contexte, parce qu'il n'y a pas eu vraiment une source vérifiée. Et justement, c'est pour ça qu'on demande aux utilisateurs des outils d'intelligence artificielle de toujours lire les tests générés par ces outils-là. Parce qu'à part ChatGPT, il y a aussi d'autres outils d'IA générative qu'on utilise généralement, comme Perplexity, Gemini, Claude et autres. Et donc, à chaque fois... Est-ce que toi, tu utilises également ces outils de niveau moyen? Est-ce que toi, tu es déjà à un niveau supérieur? Donc, tu abandonnes ces ChatGPT pour autre chose? Non. Je continue d'utiliser ces outils-là. Je continue d'utiliser ChatGPT, Gemini, Claude, tout ça. Et tout le reste. Oui. Il faut dire aussi que sur tous ces outils, il y a la version premium, il y a la version basique et autres. Donc, plus vous avez besoin de performances avancées, plus vous souscrivez en fait aux différents abonnements qui sont proposés. Et j'ai compris qu'en réalité, il faut déstigmatiser tout ce qui est IA. Il faut rendre accessible l'IA, inclusive l'IA. Et toi, quand tu retrouves les gens en train d'utiliser l'IA en cachette, tu leur dis quoi? Je leur dis qu'il n'y a pas de quoi à le faire comme ça. Il faut l'utiliser ouvertement parce qu'on le veuille ou non. C'est déjà une discipline qui s'impose à nous et il serait bien de l'utiliser pour améliorer justement sa productivité, pour aller plus vite dans ses tâches. Parce que ce qui va se passer, on parle généralement de l'IA qui va remplacer certains métiers. Je n'aime généralement pas me prononcer dessus. Est-ce que l'IA va remplacer les data scientists aussi? Surtout pas. Ah, ok. Mais comment en es-tu sûr que l'IA ne va pas te remplacer parce que tu l'utilises aussi toi-même? Et est-ce qu'elle ne finira pas par te remplacer parce qu'elle comprendrait comment tu fonctionnes? Bon, là, il y a peut-être une certaine réserve que je dois avoir. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le métier de data scientist, en dehors de l'aspect technique, implique également la connaissance métier. Donc, quand je suis data scientist, par exemple, dans le domaine agricole, c'est que je dois avoir une compréhension au préalable de ce domaine-là afin d'utiliser justement les compétences techniques et avoir les résultats qui sont attendus. Et sur le plan technique, il faut l'avouer, il y a beaucoup d'outils d'intelligence artificielle qui codent déjà parfaitement. Et donc, quand on vient sur le métier de data scientist, on sait que pour le code, l'IA peut faire mieux que nous. Ça, il faut l'avouer. Mais sur le plan de la connaissance métier, il y aura forcément ce plus que l'humain va ajouter, que le data scientist va ajouter, cette structuration-là que le data scientist va ajouter justement pour avoir des résultats plus précis. Donc, pour le plan technique, on peut dire que l'IA est en train de faire beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui code. Mais sur le plan de la connaissance métier, il y a ce manquement-là qui s'observe. Mais tu viens de dire quelque chose de très intéressant, la connaissance métier, parce que c'est pas parce que l'IA peut coder que je sais coder moi. Et donc, il faut que j'ai une connaissance de base d'abord avant de pouvoir
me faire aider par l'IA pour avoir un bon résultat. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de l'intelligence artificielle en tant que collaborateur. Donc, les outils d'intelligence, on parle des outils d'intelligence artificielle en tant que collaborateur. Plutôt que de déléguer totalement la tâche à l'intelligence artificielle, il faut apprendre à l'utiliser comme un collaborateur. Parce que vous devez déjà avoir une idée de ce à quoi vous vous attendez et vous utilisez maintenant les outils d'intelligence artificielle pour aller plus vite et justement après la génération des réponses vous prenez le temps de lire et vous apportez également votre expertise à ce qui est généré pour avoir donc des résultats plus probants. Alors, l'IA comme collaborateur, mais en réalité beaucoup l'utilisent aussi comme un ami très intime. Bonjour ChatGPT Chou. Je veux te demander, par exemple, de m'aider à rédiger une lettre de motivation. Je veux te demander que tu m'aides à rédiger des TDR. Alors, comment est-ce qu'on arrive à envoyer une petite requête dans ce chat-là pour avoir une réponse efficace et pour ne pas juste avoir des hallucinations, comme tu l'as dit tout à l'heure. Comment je fais pour avoir un bon prompt? Est-ce que je dis tout, je déverse tout, 10 pages ou 2 phrases suffisent pour pouvoir avoir un bon résultat? Pour avoir une réponse précise, lorsqu'on questionne les outils d'intelligence artificielle, il est important de transmettre une requête qui est aussi précise, donc un bon prompt. Et quand on parle de prompt, c'est un peu comme aller dans un restaurant et demander à manger. Donc, quand vous dites au serveur, servez-moi à manger, c'est vague. Il va probablement vous apporter quelque chose à manger, mais ça pourrait ne pas être ce à quoi vous vous attendiez. Et donc, quand vous voulez passer une commande au restaurant, vous regardez le menu, vous choisissez le menu précisément avec le prix et tout. Donc, vous pouvez dire, servez-moi un plat de riz avec du poulet et vous ajoutez aussi d'autres détails. Donc, pour dire que dans la manière de rédiger le prompt, il y a des règles précises qu'on pourrait suivre. Donc, il y a plusieurs façons de rédiger le prompt, mais il y a quelques éléments clés qui doivent apparaître dans chaque prompt. Par exemple, il faut mettre de la précision. Donc, quand vous demandez à l'intelligence artificielle de vous générer une lettre de motivation, par exemple, il faut préciser déjà le contexte dans lequel s'inscrit cette lettre de motivation. À quoi est-ce que vous êtes en train de postuler? Pour le boost d'excellence. Exactement, par exemple. Et quel est votre background? Sur quel aspect l'intelligence artificielle doit mettre l'accent pour justement attirer le comité de sélection? Et aussi, il faut du contexte. Comme je le disais, donc expliquer brièvement quand même le contexte dans lequel vous vous inscrivez. Il y a aussi le ton et le style. Parfois, vous pouvez dire à l'IA de vous générer cette lettre de motivation, par exemple, sur un ton plutôt professionnel, sur un ton plutôt inspirant et autres. Ça dépend de l'offre à laquelle vous êtes en train de postuler. À part cela, il y a aussi le public que vous êtes en train de viser. Ça dépend de la requête que vous envoyez. Donc, si je prends l'exemple de l'explication d'une notion, donc la notion d'intelligence artificielle, vous pouvez demander à l'IA de vous expliquer cette notion-là comme si elle parlait à un enfant de 7 ans, par exemple. Donc, il y a ces précisions-là qu'il faut apporter. Donc, je parlais du contexte, de la précision, de ce à quoi vous attendiez, du ton ou du style, et également d'autres aspects. Aussi, il y a un aspect itération dont on tient compte. Quand vous précisez tous ces aspects et que vous lancez votre requête, soyez prêts aussi à modifier suite à la génération de cette première réponse. Donc, quand l'IA vous génère une première réponse, vous pouvez dire rends l'explication plus fluide, utilise un ton plus humain, parle comme si tu étais un humain, parle comme si tu étais un expert, parle comme si tu étais un novice. Donc, il y a certaines spécificités qu'il faut apporter aussi dans la manière de rédiger le prompt. Donc, il ne suffit pas donc de dire 2 phrases, je poursuis la boost d'excellence, aide-moi à rédiger une lettre de motivation, ou je veux draguer une jeune fille, aide-moi à écrire une lettre d'amour, ou je veux rédiger des TDR pour un atelier qui va se dérouler à Grand Popo demain, aide-moi à rédiger tout le document. Il s'agit donc de contextualiser, de personnaliser. Et surtout, parlant de personnalisation, il paraît qu'il faut aussi personnaliser l'outil des paramètres. Comment on le fait? Quand je prends par exemple ChatGPT, vous avez la possibilité d'activer l'option mémorisation où ça peut mémoriser les différentes conversations que vous avez. Vous pouvez décider de désactiver cette option également. Mais quand vous activez cette option, qu'est-ce qui se passe? Toutes les conversations que vous avez avec l'IA générative sont enregistrées là. Et vous pouvez revenir plusieurs
temps après et poser une question, vous allez vous rendre compte que ça vous fera un résumé exactement de tout ce qui a été fait. Et quand vous posez une question peut-être par rapport à votre personnalité, par rapport à votre parcours, l'IA est capable de retracer sur la base des différentes informations que vous lui avez fournies, tout ce que vous faites, votre parcours, votre profil. Mais quand vous désactivez cette option-là, vous pouvez être sûr que les conversations que vous avez avec l'outil ne sont pas forcément enregistrées dans sa mémoire, en fait. Okay. Donc, il n'y a pas de honte à utiliser l'IA. Non. Mais quand on décide finalement de l'utiliser ouvertement, en public, et qu'on veut exécuter des tâches en entreprise, comment on peut tirer le meilleur profit de l'IA et comment on peut peut-être inciter son personnel à l'utiliser de façon responsable? OK. Alors, pour l'utiliser de manière responsable, déjà, il faut faire attention à tout ce qui est données personnelles. Donc, on va parler des données sensibles de l'entreprise qu'il faut éviter de divulguer à l'IA publique de cette manière. Vous avez la possibilité de mettre en place un système d'IA générative à l'interne au sein de votre entreprise où la base de données, en fait, est constituée de données sensibles de l'entreprise ou bien de données propres à l'entreprise quand même. Mais vous savez que tout ceci se passe sur des serveurs en interne. Et là, c'est plus sécurisé en matière de données personnelles divulguées et autres. Mais j'ai l'impression que les entreprises au Bénin n'ont pas encore conscience de ça. Est-ce que tu connais des entreprises qui déjà commencent par aller vers ça et qui ont des IA à l'interne, des ChatGPT version interne, et qui permettent donc à leurs employés de pouvoir l'utiliser de façon optimale? Je dirais les deux. Il y a des entreprises qui ont déjà compris cette dynamique-là et qui sont justement dans ce processus-là pour avoir ces différentes infrastructures. Il y en a qui n'ont pas encore connaissance de ça et je vais inviter donc les entreprises à plutôt installer des outils d'intelligence artificielle en interne et à éviter de divulguer les données sensibles de l'entreprise, donc en utilisant les IA génératives publiques comme ChatGPT, Copilot et autres. Et donc, il est important pour la préservation de ces données-là d'installer justement ces systèmes-là en interne. Donc, pour des employés qui vont vouloir utiliser les outils d'intelligence artificielle, à part cette question-là de données personnelles, on peut justement l'utiliser pour améliorer la productivité et tout. Ce n'est pas un crime d'utiliser les outils d'intelligence artificielle pour aller plus vite. D'accord. On parlera de toi maintenant. Oui. Tu as parlé de ton parcours, de comment tu te rends utile au producteur, de comment tu penses que les entreprises peuvent tirer profit donc de l'IA. Mais toi-même, tu as des rêves, des ambitions. Aujourd'hui, tu te retrouves à un carrefour de l'innovation. Je peux le dire, je pense bien. C'est Mefiti, qui est la Silicon Valley du Bénin. Tu vois chaque jour des choses qui se réalisent, des rêves qui se construisent, des jeunes qui sont engagés, qui travaillent au jour le jour à innover, à construire, à déconstruire, à reconstruire. Est-ce que quand tu vois tout ça, tu te dis je suis bien sur mon chemin, je suis sur la bonne voie. Le Bénin de demain, c'est peut-être le meilleur Bénin de l'Afrique, le meilleur pays de l'Afrique. Comment tu te sens quand tu vas chaque jour au service, quand tu vois tout ce qui se passe, quand tu vois les jeunes, la dynamique qui est en cours au sein donc de la Silicon Valley du Bénin? Chaque fois que je mets pied à SM City, je ressens de la fierté parce que je vois un écosystème dynamique qui est en place. Un écosystème donc avec des campus, avec des initiatives, avec des travaux donc liés à la recherche, à l'entrepreneuriat, à l'innovation. Donc on a la marque Be Innovation Made in Africa. Donc c'est pour dire que la vision est plus grande au-delà de l'aspect national. Il y a également cette volonté-là de s'internationaliser. Et il y a différents projets, donc que ce soit des projets liés à la data, des projets liés à l'IA, des projets également liés au numérique, liés à la technologie en général. Et il faut dire que cette année, le Bénin a eu la chance de participer pour la première fois aux Olympiades internationales d'intelligence artificielle et SM City a contribué. Et donc, c'est une fierté de voir que cette équipe de jeunes a pu remporter une mention honorable pour le Bénin pour une première participation. C'est déjà vraiment encourageant. Et donc, on continue sur cette dynamique-là avec les différents projets également qui sont en cours pour apporter le soutien à l'écosystème entrepreneurial du Bénin en général. Est-ce que c'est un environnement challengeant
très tout compétitif. Tout à fait. C'est un écosystème qui est vraiment challengeant. Un écosystème aussi qui est dynamique, comme je le dis. Donc, qui parle de dynamique va parler de challenge, il y a différents défis qui vont venir, de la pression aussi qui peut venir sur les différents projets qu'il faut rendre, les deadlines et tout. Donc, il y a à la fois ce challenge, mais il y a aussi cette passion-là pour ce qui est fait, donc pour tout ce qui est lié à la technologie, qui me pousse justement à apprécier ce que je fais et à me dire que je suis sur la bonne voie. Et quand tu finis tout ça, quand tu rentres le soir, tu rêves de quoi? De devenir quoi? Ou tu as quelle ambition de plus quand chaque fois que tu rentres? Est-ce que tu te dis, je fais tout ça pour devenir secrétaire général de l'ONU ou tu te dis quoi concrètement? Alors, moi, j'ai une vision beaucoup plus internationale. C'est vrai que pour le moment, je suis encore sur le plan national. Je participe à des activités sur le plan international et tout. Mais ma vision, c'est vraiment d'apporter cette touche-là particulière, d'impacter positivement, notamment les jeunes, mais je vais dire principalement les jeunes femmes, d'inspirer beaucoup plus de jeunes femmes à s'intéresser à tout ce qui est STEAM, donc sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, d'amener les jeunes femmes à se dire que les mathématiques ne sont pas seulement réservées aux hommes, le numérique n'est pas seulement réservé aux hommes, on a notre place, on peut se faire de la place aussi dans ce domaine-là, on peut réaliser de grandes choses, on a la possibilité de rêver grand parce que c'est possible. Et donc, ma vision, c'est d'acquérir encore plus de compétences sur le plan technique, sur le plan professionnel, sur le plan également des soft skills et de pouvoir accéder un jour à un poste de responsabilité dans une structure internationale et voilà, de pouvoir véritablement impacter, voilà. Donc la destination, c'est peut-être dans quelques mois, une thèse de doctorat. Possible. Et peut-être un poste à l'international. Et peut-être rentrer dans le monde de la diplomatie scientifique, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Mais quand tu dis tout ça, quand tu es en croisade pour sensibiliser les femmes, éduquer les femmes au numérique, est-ce que tu sens que tu parles vraiment à des cœurs ou dans le désert? Alors, je dirais qu'il y a beaucoup de femmes ambitieuses, beaucoup de femmes qui ont vraiment envie d'apporter leur pierre à l'édifice, mais qui sont réticentes, justement à cause de certaines barrières. Et quand je parle de barrières, généralement, quand j'interviens sur des panels ou quand je vais faire des sensibilisations qui concernent le syndrome de l'imposteur, où il y a principalement des femmes dans le domaine de la tech qui ont des compétences techniques, mais qui n'arrivent pas à en parler parce qu'elles se disent, tiens, je ne connais pas assez de choses, je ne pourrais pas être légitime pour parler de l'intelligence artificielle, par exemple, de la data science, parce que j'estime que mon niveau n'est pas encore avancé. Mais moi, je dis, vous n'avez pas besoin d'être parfaite avant de vous exprimer, avant de parler de ce que vous savez. Il faut déjà commencer par le niveau auquel vous êtes et évoluer progressivement. Aussi, concernant le syndrome de l'imposteur, j'ai lancé justement cette année un challenge dénommé Be Proud and Shine, sois fier et brille. Alors, l'idée du challenge de 30 jours est partie de ce constat que j'ai fait concernant le syndrome de l'imposteur. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes compétentes qui n'arrivaient pas à se mettre en avant, à se mettre à la lumière. Et moi, j'estime aujourd'hui qu'en dehors d'avoir des compétences techniques, il est important de parler de soi pour se faire connaître. Autrement, vous risquez de rester caché. Et donc, ce challenge de 30 jours a permis à plusieurs participants de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler d'eux, de pouvoir se mettre en valeur, de pouvoir présenter leur parcours. Il y en a qui n'avaient jamais publié sur LinkedIn, par exemple, qui ont décidé à travers ce challenge de faire le premier pas parce que c'était une dynamique. Et donc, il y a des initiatives comme ça que je pense qu'il faut pérenniser. Exactement. Et moi, l'idée à travers ce challenge de 30 jours, c'est de les amener vraiment à faire le premier pas comme ça et de leur montrer que c'est possible. Et je pense vraiment que ce sera une initiative qui sera continue. Donc, en dehors du challenge, je pourrais évoluer vers une académie de leadership pour ces femmes-là, notamment dans la tech, qui ont ce problème-là en matière de syndrome de l'imposteur. Ce qui paraît souvent très bizarre, quand on est exposé public, quand on est leader, quand on est un artiste, parce que oui, un scientifique est aussi un artiste, et quand il rentre le soir, et quand il doit réfléchir à soi-même, à lui-même, quand il doit réfléchir à ses problèmes, à ses contraintes qu'il a à la maison et tout, comment est-ce qu'il arrive à gérer sa santé mentale?
Et est-ce que c'est pour ça que tu as pensé peut-être à une application pour dire on se parle, on se parle cash, on dialogue de Rami ou de Rato? Pourquoi tu as pensé à ça? Est-ce que c'est une expérience personnelle aussi? Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça change, cette application-là? Ok, merci pour la question. J'évolue dans le domaine de la tech et je ne suis pas seule, je suis avec d'autres jeunes femmes également qui sont aussi des leaders dans la tech. Et justement, j'ai pensé à la solution Doha avec une collègue qui est aussi dans la tech. Et tout est parti d'une expérience personnelle aussi, par rapport à cette collègue-là, qui a eu à vivre une dépression à un moment donné de sa vie, et qui a décidé... Elle est scientifique? Oui. Okay. Donc, après qu'elle se soit relevée, elle a décidé maintenant d'aider d'autres femmes. Et il s'est fait qu'au même moment, on avait la même idée. Donc, on a décidé de se mettre ensemble pour co-créer donc, la solution. Alors, Doha va traiter plusieurs types de dépression. Donc, on est principalement parti déjà sur la santé mentale, mais des femmes. On a la question du burn-out au boulot. Oui. On a la question de la dépression postpartum chez les femmes. Parce qu'en tant que femme, il y a également cette vie familiale-là. Exactement. À la suite, il y a beaucoup de dépression qui Exactement. En jeu. Et à part ça, on a pensé à tout type de dépression aussi en général, mais avec un focus sur ces deux types-là que j'ai cités plus tôt. Et l'idée, c'est d'utiliser justement les technologies avancées, donc d'utiliser l'IA pour assister ces personnes-là qui traversent ces différentes épreuves et pouvoir leur fournir des services personnalisés. Donc, quand je prends un use case, vous allez sur la plateforme, vous avez un chatbot où vous répondez plutôt à certaines questions et le chatbot vous donne des réponses, donc personnalisées en fonction de ce que vous proposez. Il y a également un système qui vous recommande en fonction de votre état je veux dire par exemple des articles, des vidéos, des chansons, histoire de vous accompagner, histoire de vous remonter le moral. Et en dehors de ça, on a également un service lié aux professionnels, donc aux spécialistes. Quand on parle de santé mentale, on va parler des psychiatres, on va parler des psychologues et autres. Donc, il y a cette connexion-là qu'on établit entre les différentes victimes. Il y a des bases de contact. Exactement. Donc, comme nous ne sommes pas des spécialistes du domaine de la santé, on a ces différents contacts-là sur la plateforme et on les met justement en contact avec les victimes pour une assistance plus poussée. Il faut dire que pour la dépression postpartum, en amont, j'ai été sélectionnée pour un fellowship pour des femmes en data science. Je travaille sur la question de la dépression postpartum, donc comprendre les causes de la dépression postpartum pour des femmes au Bénin. Et on va justement partir des résultats de cette étude-là pour améliorer l'expérience utilisateur sur la plateforme qui sera conçue. Donc c'est un phénomène en fait, la dépression postpartum. On n'en parle pas souvent, mais c'est un phénomène. D'accord. Quand tu as tout ça à gérer, est-ce que tu es un mentor ou une mentor finalement? Ou est-ce que tu veux suggérer aux femmes aussi, pour pouvoir surmonter tout ça, il vaut mieux avoir un mentor ou une mentor? Tout à fait. Est-ce que tu en as ou est-ce que tu as fait l'expérience qui a marché et tu recommandes aussi aux femmes de chercher un modèle avec qui discuter, se converser, en plus d'avoir une application? Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il est important d'avoir un mentor, surtout lorsqu'on évolue dans le domaine de la tech. À part le fait d'avoir un mentor, il faut aussi être actif ou active dans les communautés tech parce qu'on évoluera beaucoup plus à travers les communautés tech, donc à travers les différentes activités, à travers les personnes qui sont passionnées, qui sont autour de nous, les différentes activités auxquelles on va participer, les hackathons, les différentes compétitions de toutes sortes. Et donc, lorsque vous vous intéressez au domaine de la tech, il faut chercher déjà à vous faire former. Il faut voir un modèle, un rôle modèle que vous pourrez avoir, donc justement dans le domaine. Il faut aussi vous intéresser à des communautés tech qui sont dans votre environnement immédiat. Et en dehors de ça,
il est également important lorsque vous appartenez aux communautés d'être actif ou active, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il y en a qui appartiennent à des communautés tech, mais qui ne participent pas vraiment aux activités. Donc finalement, ça ne vous sera pas bénéfique. Vous allez vous dire, mais j'appartiens quand même à des communautés tech, mais je n'ai pas forcément le retour que j'attends. Donc, il faut déjà participer aux activités, histoire de gagner un plus. Il faut aussi apprendre à parler de soi, comme je le disais, à travers les différents réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a des jeunes filles qui sont encore en adolescence et qui veulent espérer aussi pouvoir rentrer dans un réseau dynamique, une communauté de scientifiques. Comment tu fais, toi? Merci pour la question, Fulbert. Alors, pour bâtir mon réseau, il faut dire déjà que je pars sur la base donc, de la participation aux activités. On t'invite ou tu t'invites toi-même? Les deux. Les deux, mais au début, je m'invitais. OK. Parce que généralement, les activités étaient sur participation gratuite. Donc, je m'inscrivais à travers les liens et j'allais participer justement à tout ce qui a rapport à la tech. Et vu que moi, j'ai fait une réorientation d'ailleurs, donc j'ai quitté l'agronomie. Exactement. J'ai dû faire ces recherches-là, voir les communautés dans lesquelles je pouvais m'intégrer, histoire d'en apprendre davantage sur le domaine et histoire de mieux m'outiller. Mais avec le temps, lorsque je participais aux activités dans ces communautés-là, je faisais une chose. J'avais cette envie-là de partager ce que j'ai vécu avec d'autres personnes. Et j'ai eu l'idée de faire des comptes rendus. Donc, sur ma participation à tel ou tel événement. Et j'ai commencé par publier cette compte rendu-là sur mes pages, donc sur LinkedIn, sur Facebook et autres. Et pour ceux qui ne savent pas comment te retrouver sur LinkedIn, on profite pour qu'ils puissent te suivre. Ok, alors je suis Consolas Rodanou. Donc, il suffit de taper Consolas Rodanou dans la barre de recherche. Il n'y a pas de bien. D'accord. Alors, on continue, oui. Ok, alors je publiais donc ces comptes rendus-là sur mes différentes pages. Et au fil du temps, j'ai remarqué qu'il y avait plus d'interaction. Donc, quand je partageais ces différents vécus-là, quand je partageais ces expériences, et comme j'ai vu qu'il y avait plus d'interaction et qu'il y avait beaucoup de personnes qui appréciaient le fait d'avoir ces retours-là, j'ai donc continué. Et petit à petit, j'ai commencé par être invitée donc, sur les différents événements tech, à être invitée en tant que speaker, à être invitée pour pouvoir faire des masterclass. Et j'ai compris donc qu'il était important de se mettre à la lumière, de montrer quand même qu'on est en train d'apprendre quelque chose, de montrer quand même qu'on est dans une certaine dynamique. Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que il est important en fait de réseauter lorsqu'on participe aux événements, mais il est encore plus important de montrer qu'on a une plus-value à apporter à cette personne. C'est ça qui va maintenir le réseau. Ah oui, ça c'est un secret. Donc on peut facilement créer. Non, parce que justement, on rentre à la maison, on dit bonjour, je suis Fulbert et je suis journaliste, je vous ai rencontré à telle activité. Ça s'arrête là. Ouais. Alors la réponse à ce message, ce sera juste enchanté de vous rencontrer, Fulbert. On garde le contact. Alors. Maintenant, pour justement alimenter la discussion, il faut que l'intéressé sache que vous avez une valeur ajoutée à lui apporter. Et c'est comme ça qu'on va rendre le réseau plutôt solide. Moi, quand je publie, par exemple, sur mes différentes pages, je fais des comptes rendus des événements, je parle de ce que je sais. C'est justement parce que ceux de mon réseau ont connaissance de la valeur ajoutée que je peux apporter, par exemple, sur un projet. Si je peux peut-être pitcher le projet, parce que je fais de l'art oratoire, si je peux pitcher le projet, si je peux apporter un œil de data scientist ou de biostatisticienne sur le projet, ces personnes-là pourront me contacter et au fil du temps, les relations-là vont pouvoir se solidifier. Mais quand vous échangez les contacts lors d'un événement et qu'après, vous écrivez juste le message comme ça, mais qu'on ne sent pas votre présence sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur différentes activités qui pourraient vous amener à entrer de nouveau en contact avec la personne, eh bien, vous allez vous dire que vous avez eu à réseauter, mais finalement, ça n'a rien donné. Donc, on entretient son réseau, on construit le réseau, certes, mais on l'entretient à travers la valeur ajoutée qu'on apporte à l'intéressé, justement, dans cette connexion-là qu'on établit. D'accord. Et si tu rencontrais un entrepreneur, tu lui dirais quoi comme valeur ajoutée que tu as actuellement? Merci pour la question, Fulbert. Alors, aujourd'hui,
La data, c'est ce qu'on appelle une mine d'or. Donc, il y a un adage qui dit qui a l'information a le pouvoir. Et la donnée, c'est l'information. Et qui a la donnée a l'information, donc a le pouvoir. Et donc, les données représentent le pouvoir maintenant de notre ère. Encore qu'on parle beaucoup plus d'intelligence artificielle, on va solliciter un grand volume de données, histoire d'entraîner les différents modèles et tout. Mais quand on laisse le côté IA et qu'on parle uniquement de données, vous voyez, quand je prends l'exemple d'un entrepreneur béninois qui est dans le domaine de la vente, par exemple, donc quelqu'un qui est commerçant de certains produits dans un supermarché, par exemple, ce que je peux apporter, c'est l'analyse de ces données-là. Les données de vente ou les données d'achat, les différentes transactions et autres. Je vends des jouets, je vends des livres, je vends de la connaissance. Et donc, mes clients apportent des données et qui me seront utiles à redéfinir le service que j'offre. Et pour ça, il me faut quelqu'un comme toi. Alors, oui, tout à fait. Et quand je prends justement l'exemple d'un supermarché, par exemple, il y a ce qu'on appelle le market basket, analyse que je pourrais faire. Donc, l'analyse du panier sur le marché. Donc, l'idée, c'est de prendre les données des différentes transactions qui ont été déjà faites par le passé, je peux dire sur un certain nombre de mois, par exemple. Et moi, en tant que data scientist, je vais déjà, dans un premier temps, analyser les données et aussi voir les différentes interactions que je vois entre certaines variables, histoire d'aller vers de la modélisation s'il le faut. Si dans votre supermarché, par exemple, vous vendez plein de choses et qu'au niveau d'un rayon, principalement... il y a plus d'affluence. Exactement. Vous constatez qu'il y a des clients qui viennent principalement, lorsqu'ils viennent prendre le sucre, ils prennent le café. Moi, dès que j'évalue cette tendance, je vous dirai comment disposer vos produits dans le supermarché pour pouvoir vendre davantage. À l'entrée ou à la fin du parcours? Oui, ou au milieu? possible. Ou est-ce qu'il faut mettre le sucre avec désormais du lait? Exactement. Que pour un client qui vient, qui prend généralement du sucre et du café, si vous les mettez côte à côte, c'est que le client viendra juste dans ce rayon-là, va juste prendre le sucre et le café et il s'en ira. Mais moi, ce que je peux vous dire, dès que j'évalue cette tendance-là, ce sera de séparer le sucre du café, par exemple, de mettre le café un peu plus loin. Parce qu'il y a un truc qui se passe quand vous allez au marché, vous avez peut-être une liste d'éléments à payer, mais parfois vous tombez sur certaines choses, vous dites ça je ne l'avais pas prévu mais j'ai bien envie de le prendre. Donc ce qui va se passer, c'est quand le client il va prendre le sucre par exemple et qu'il va devoir marcher, donc parcourir certains étalages avant d'avoir le café par exemple, il pourrait se dire je dois prendre du chocolat, je dois prendre du miel, et ainsi de suite. Donc cela va augmenter considérablement. Ça améliore l'expérience de l'utilisateur de vos services. Qu'est-ce qu'un entrepreneur rate par exemple en se disant que je peux décider moi-même? J'ai des collaborateurs, j'ai un conseiller juridique, j'ai tout déjà à ma disposition. Est-ce que j'ai besoin encore d'un data scientist? Qu'est-ce qu'il paie en fait? Alors je dirais aux entrepreneurs qui pensent comme ça que la donnée, c'est une lumière qui guide. Et il est important d'utiliser justement les données que vous avez eu à générer et de pouvoir les analyser, prendre des décisions sur la base de ces données-là, justement, qui se sont basées sur des faits réels, histoire de prédire s'il le faut, histoire de savoir comment améliorer l'expérience utilisateur, comment est-ce qu'il faut agir sur le marketing, justement, de votre produit ou des différents produits que vous vendez, comment est-ce qu'il faut agir sur certains aspects pour, justement, accroître votre chiffre d'affaires et aller de l'avant. Donc, c'est important d'accorder une place de choix aux données à notre ère. Ça coûte des millions d'avoir... on ne va pas le dire à haute voix. Ça coûte des millions d'avoir un data scientist dans son entreprise? Ah non, pas tout à fait. Mais ça coûte quand même ça coûte. La valeur du profil. Exactement. D'accord. On va finir donc cette causerie et je le rappelle que c'est une causerie pour rendre accessible la science, accessible les connaissances scientifiques, mais aussi rendre accessible les scientifiques au public. Parce qu'une chose est d'être scientifique et de produire des données, des évidences, de publier dans une revue scientifique en anglais notamment,
avec des indices très intéressants. Mais l'autre est d'être encore utile à la communauté dans laquelle on vit tous les jours. Et ça aussi, il faut parfois trouver ces espaces d'échange pour le faire. Et j'espère que peut-être on se retrouverait encore dans d'autres rendez-vous pour discuter encore de data et pourquoi pas d'une étude que tu aurais réalisée. Et pour finir, qu'est-ce que du fond du cœur tu as envie de dire à une jeune fille aujourd'hui de 10 ans, de 11 ans, qui te suit et qui a envie de devenir scientifique et qui a envie de faire la série C et qui a envie de faire les mathématiques et qui a envie de faire beaucoup de choses, mais qui va à l'école pour un premier jour de rentrée et à qui son professeur dit les mathématiques sont très complexes, sont très dures. Et ça, je voudrais que ça soit ton message de fin et que c'est ce que l'on retienne à la fin de cette causerie. D'accord, merci. Jeune sœur, les mathématiques ne sont pas difficiles, c'est juste de la logique. Et si tu as envie de t'intéresser aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, dis-toi que tu as ta place. D'autres femmes l'ont fait et tu es capable aussi de le faire. Et donc, intéresse-toi à cela et ne laisse personne te décourager. Crois davantage en toi et essaie d'acquérir également le plus de compétences possibles. Réfère-toi également à des mentors dans ton domaine et va de l'avant. Parlons Science, un podcast qui dévoile l'innovation sous un angle humain.